Salut à tous nos fidèles abonnés, distingués fidèles, des abonnés à Bassangwa Congo. Soyez bénis chacun là où il est. Et si aujourd'hui vous allez avoir l'occasion de nous suivre à travers vos maisons avec les concours techniques de Rancy Lekita, l'accompagnement de Josué, notre très talentueux technicien qui nous donne les moyens et le plateau pour faire ces différentes analyses. Nous avons que deux sujets d'analyse aujourd'hui. La guerre à l'Est. Tout à l'heure, nous parlons des Stanzo, on a parlé de Kibumba, maintenant on a parlé maintenant de Bunagana, on a parlé de la ville de Bukavu, les environs d'Uvira, et nous voulons analyser le spectre du rébellion, le spectre de la tuerie des armes et munitions à l'Est. Ensuite, je ferai une brève analyse pour l'affaire Matata Pogno à la Cour constitutionnelle, les exceptions soulevées tant par ses avocats, le ministère public et la position de la Cour qui tend à se prononcer dans les 8 jours à venir. Merci. Aujourd'hui, nous analysons ces faits pour que les Congolais, basés à la mémoire courte, une incursion rebelle et continue change dans les environs du territoire Yaruchuru, dans le territoire bien sûr Bunagana, et qui dit rébellion, qui dit occupation, ça veut dire nos populations locales. C'est Kimi, tout le monde voit vidéo, comment ils s'envoient en Ouganda, comment les autres tentent de partir au Rwanda, ou qui fuient dans d'autres villes congolaises où appui agression exaltée. Nous ne pouvons pas vous dire, par exemple, qu'il y a combien de morts, combien de blessés, quelle sorte de pillage, de viol. Et quand tu as des cryptements d'armes dans Mutundoana, des jeunes filles sont victimes, des femmes sont victimes. On les arrache, on les transforme à tout ce qu'on veut, et c'est une désolation. L'autorité de l'État nous informe à tout à l'heure que les FARDC, salutations pour vous, avec tout bravoure, Bakeko Beta peut récupérer chance et ses environs, et ce qui a salué la riposte. Il y a FARDC dans un état de guerre. Pour le moment, nous sommes fiers d'avoir une telle armée, d'avoir nos compatriotes qui se battent et qui se donnent corps et âme pour la défense de la patrie, pour l'intégrité territoriale et pour assurer la sécurité à nos populations locales. Voilà pourquoi nous sommes pour analyser 3 facteurs de questions de conflit qui se vivent à l'Est, au Mutramuta Sengeli, à Bossara-Yangote. Le 20 novembre de cette année sera la fin officielle du mandat de la MONUSCO. Et Jean-Pierre Lacroix, Ouazali, chargé des opérations des Nations Unies, a Yaki pour discuter avec les autorités congolaises, notamment des retraits. Il y a des troupes Moya MONUSCO progressivement Balungwana Sol Nabiso pour rentrer chez eux. Il faut souligner que la MONUSCO, qui est la plus grande mission des Nations Unies dans notre sol, occupe notre sol aujourd'hui plus de 20 ans durant. Et dans ces 20 ans, ils ont essayé de contribuer tant bien que mal, mais l'alimentation des conflits et des groupes rebelles, la MONUSCO en a travaillé en grande partie pour appuyer les différents groupes rebelles, la distribution d'armes et munitions et le trafic illicite de nos minéraux dans la partie Est. Beaucoup de rapports ont prouvé, et je fais état de ces rapports-là. C'est pourquoi, quand j'utilise mes propos, je suis à l'affirmatif, puisque ces rapports-là en ont fait état. Il en est de même que la MONUSCO en a sanctionné certaines personnes juste en limitant de leur poste ici au Congo pour les renvoyer ailleurs, alors que les mêmes éléments, les mêmes causes continuent à produire les mêmes effets. Le 20 de chaque année, premier élément d'analyse de la rébellion, chaque fois que mandat à MONUSCO comme à Souka et qu'il faut balongwa na mabele na biso, il y a toujours une rébellion qui commence. Ça, c'est un élément que les Congolais ne doivent pas être dupes. Pas les Congolais population, mais les Congolais décideurs, les autorités, le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, toutes les institutions locales. Vous devez mettre ça dans la tête. Puisque les Nations Unies, s'il faut le dire ainsi, la MONUSCO, crée un climat pour justifier le pourquoi du prolongation de son mandat après le 20 novembre. Il y a encore des zones de conflit, il y a l'insécurité, il
il y a des tueries et des forces rebelles. En l'occurrence, l'armée n'est pas équipée en termes de drones et de renseignements. À ce moment-là, la MONUSCO trouve des raisons sécuritaires pour qu'il y ait une prolongation des mandats d'après les Nations Unies. Et vous verrez, depuis 20 ans, ils sont venus sous Mouzé, depuis 2001 sous Kabila, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une discussion, vous vous souviendrez que Joseph Kabila, à l'époque, commençait à rappeler le départ de la MONUSCO, et il en a démontré ses contingents étaient inefficaces, incapables dans la manière de collaborer avec les FARDC ou d'essayer de mettre la plaie dans la partie Est. Et Kabila a appelé pour que ces troupes-là de la MONUSCO repartent chez eux et nous laisser nous-mêmes assumer de notre fonction tant bien que mal. Cette idée, pour moi, me paraît aussi raisonnable. Je suis des Congolais qui estiment qu'il est temps que des questions de la MONUSCO soient débattues en vrai et que l'État congolais dise clair à la MONUSCO qu'il est temps qu'il batte retraite. Même si ça ne peut pas se faire du coup, de manière échelonnée et progressivement, ils doivent retirer les troupes. Et je crois que Jean-Pierre Lacroix l'a tourné dans la région, ce n'est pas pour discuter avec les autorités congolaises, mais néanmoins, c'est pour donner l'ordre aux hommes de la MONUSCO qui sont ici, distribuer les armes, créer quelques groupuscules rebelles pour qu'au niveau du Conseil de sécurité, qu'on trouve une raison de plus, qu'on existe et qu'on reste. Et la présence de la MONUSCO donne un symbole d'un État sous tutelle, d'un État sous occupation, d'un État contrôlé par les grandes puissances. Ça, pour ce qui me concerne, nous ne sommes pas d'accord. Nous n'encourageons pas cette idée. Première raison de la rébellion, première raison de toutes ces insécurités, c'était à Kibumba où la force soi-disant rwandaise occupait 6 villages. Après Kibumba, c'était les tentatives de rébellion dans les montagnes aux alentours d'Ovira. Après Ovira, l'incursion de la ville de Bukavu. Et maintenant, 4e tentative, c'est maintenant aujourd'hui à Tchanzu dans les environs de Rutshuru. Ces éléments de trop dénotent que la zone en conflit n'est plus seulement au nord et à l'Ituri, elle tente encore d'avoir ses racines une base arrière dans le sud Kivu. Mais également pour que la MONUSCO trouve un prétexte de prolongation d'existence légale dans notre propre sol. Nous en appelons les autorités, l'Assemblée nationale, nos députés et sénateurs, de traiter la question du départ de la MONUSCO et de sa complicité dans chaque opération rebelle qui sévit lors de ce qu'il faut, lorsqu'il faut qu'il quitte le sol congolais, de débattre ça avec beaucoup de patriotisme et beaucoup d'intérêt. Pour ma part, ma conclusion, elle est minime et simple. Je suis pour le départ de la MONUSCO. Ça, c'est une évidence. Après cette évidence, il y a un élément encore de taille. C'est qu'il n'y a pas eu que la croix qui est passée dans la région. Katumbi est passé dans la région, nous vous avons fait état, comment il a dû faire la réunion dans un hôtel où il a appelé ses compatriotes, je veux dire, ses militants d'ensemble et le mouvement de pression qu'on appelle les mouvements sociaux, tout ce que vous voulez là, Tchefirimbi, Lucha et tout ça, dont certains activistes de ces mouvements sont chanteurs et musiciens. La preuve, vous pouvez savoir que l'un des musiciens qui était dans la réunion avec Katumbi à l'Est vient de sortir un nouveau single qui ne nous engage pas. Et puis je ne peux pas rester ici, analyser un père. C'est des coquilles, des contextes, des compositions vides. Absourdi qui ne peut qu'animer des gens sans analyse profonde pour comprendre si cette chanson valait quelque chose de mieux. Et s'il faut aujourd'hui une musique teintée, achetée, pillée par de petits billets de banque, on veut combler la responsabilité de l'État de 3 ans pour toute une souffrance d'un peuple qui date de plus de 60 ans. Donc, depuis 1960 à ce jour, le Congo est dans cet état de misère et de sous-développement des pays en détresse pauvres. Et s'il faut prendre cette misère de plus de 60 ans, les mettre sous une vase de 3 ans que Tshisekedi et nous autres en train de se battre pour tenter de relever des données sans au Congolais, mais c'est une escroquerie musicale, une escroquerie intellectuelle, et les esprits faibles ne peuvent que s'en tenir à ça. Et pour ma part, je suis un averti et je m'adresse aux Congolais avertis, conscienciés, et c'est très important qu'il faut que ces éléments-là soient analysés et mis en compte et en profit. Alors, il y a un élément détail, à part cette analyse de la présence de Katumbi. Katumbi menace l'État, leur demanda, n'est-ce pas,
de ne pas franchir la ligne rouge, notamment sur des questions de débat où Noël Tchani proposait sa loi sur la nationalité. Il y a eu la sortie médiatique d'Olivier Kamitatou qui a parlé disant les questions de nationalité ici et d'identité ont été à la base de la prise d'armes des autres, des frustrations qui a amené le Congo à être déchiré et autres. Je crois que la ligne rouge dont question est, ça peut risquer de frustrer les autres pour amener encore le pays au crépitement d'armes, ce qui est raisonnable pour l'État d'en tenir compte. Et qui parle ainsi? Olivier Kamitatou, l'ex-rebelle du MLC de Jean-Pierre Mbemba à l'époque et secrétaire général de ce dernier. Vous vous souvenez? Et quand Katumbi fait état de lignes rouges dont il ne faut pas franchir, et les lignes rouges ont été franchies. Tout ce qu'il n'a pas voulu qu'on fasse, le courrier, tout ça a été fait. Alors, pourquoi ne pas relier, comprendre que la rébellion, que certains veulent donner déjà une connotation entre guillemets M23, ça sera mon dernier angle d'analyse, si Katumbi, Kamitatou ne sont pas patrons de la nouvelle rébellion qui sévit aujourd'hui dans la région du Nord Kivu. Quand il fallait parler de la ligne rouge, dans le non-dit, dans la lecture entre les lignes, cet homme et son colistier Kamitatou voulaient parler de quelle ligne rouge? On sait que quand Kabila père a décidé que Bengana Banyarwanda awa na Congo, tous les Banyarwanda se sont repliés pour former ce que nous appelons les RCD Goma avec leurs sous-traitants congolais, dont par exemple Delis Sang était un des sous-traitants, Ilunga Wamba Diawamba, Arthur Zaïd Ngoma, Ernest, professeur Ilunga, Ilunga, Ernest Wamba Diawamba et tous les autres. Papa Trifon, Kike Moulumba, Lambert Mende, et leur CD a commencé avec des Congolais sous-traitants. Donc, dans cette innovation d'analyse, il faudra maintenant comprendre. Quand Kabila chasseur le Rwandais, les rwandophones de Roubera et consort, tout ça, ont dit à Mouzé qu'il a franchi la ligne rouge. Et nous avons compris plus tard que la ligne rouge dont ces rwandophones menaçaient Mouzé et le régime de Kinshasa de l'époque, c'était la rébellion et c'est l'RCD. C'est l'RCD KML, c'est le MLC. Et tout de suite, l'État était déchiqueté dans ce que nous avons appelé hier le composante entité et le belligérant des chefs de groupuscules rebelles. Lorsque lui parle de lignes rouges anonymat, Olivier Kamitatou vient expliquer les frustrations qui ont y a poussé les autres à prendre les armes. Et il va dans la région, il sort, il va à l'étranger pour tenter de relier la force et une action rebelle commence. Je crois que les services de sécurité ont déjà l'auteur intellectuel de l'existence de cette nouvelle rébellion qui vient de naître. Ça ne peut être rien d'autre que Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, à la base de cette nouvelle incursion d'occupation rebelle. Les FARDC communiquent, disant par exemple que c'est le M23 réfugié en Ouganda, Sultani Makenga, qui reviendrait et puis avec tout l'armada que les FARDC à Chanzo à l'époque sous Kabila avait conquis pour chasser le M23 de l'époque. Alors que je n'ai pas le temps pour vous dire exactement quelle a été la part de Kabila sous le M23 et quel a été l'apport logistique et des renseignements que Delphin Kaimbi sous les ordres de Kabila fournissait au M23 comme une raison de plus de machination politique et de tenter d'exploiter l'Est dans leur propre compte. Il y a eu un grand nombre de groupes rebelles que Kabila lui-même le gérait de la même manière sous la main de Delphin Kaimbi. Ceux qui suivent et qui connaissent la sécurité, les secrets d'État dans notre pays connaissent que nous ne sommes pas en train de narrer de conneries. Et à cet effet, si nous pouvons considérer que cette force rebelle serait venue du M23, on aurait voulu que Batouana, Herbasala incursion, Basala la déclaration, va se nommer Combo, Pebaloba, que nous sommes des forces de tel. Abusivement, nous nommons, pour identifier Bango en tant que tel. En même temps, on n'a pas présenté de capturer les gens qu'on a capturés, qui se sont
dit ou expliqué au FARDC que nous sommes de telle force, de tel groupe venant de telle part, nous risquerons de faire une théorie de Théo Maramputu Mende à l'époque lorsqu'il y a eu l'évasion de la prison de Makala. Dans cette invasion, le ministre et le porte-parole de la police ont fait état d'une communication comme quoi les hommes de Boudou Diakongo, BDK, étaient à l'origine de cette incursion, mais également de cette invasion, n'est-ce pas, permettre à Neumandantsemi et les autres combattants de leur secte qui étaient incarcérés dans la prison centrale de Makala. Et plus tard, quand le procès commençait en Dolo, on découvre par le ministre de la Justice aussi, Alexis Tamboumamba, à l'époque, on en a fait. Je ne sais pas, il a déjà pris pour des escampettes, il vit à Bruxelles, brandissant son passeport belge. Alors, à ce stade, on arrête les militants de notre parti, dont Jacob a été parmi ces gens-là, le papa Mazarin et tous les autres combattants de grande valeur, sous le prétexte de Kamwena Sapu. À quand cette migration d'identité des assaillants ou des hommes qui ont fait évasion à la prison a pu migrer de BDK à Kamwena Sapu et de Kamwena Sapu à une seule ethnie, le Lubaphone, qui était devant la barre dans l'affaire Kamwena Sapu? Ça, c'était des machinations, de purement techniques et communicationnelles politiques machiavélistes. Et si aujourd'hui, le média ramasse à Bisma l'existence du M23 alors que Bertrand Bisimon, je ne crois pas à sa parole, c'est juste une analyse, dit que le M23 n'est pas en belligérance en ce jour avec les FARDC, n'est pas en train de s'affronter avec les FARDC. Si tel est le cas, qui sont ce groupe rebelle et pourquoi le porte-parole de l'FARDC pense par commencer à identifier, à leur donner le nom de M23, par quel mécanisme, par quelle méthode de renseignement ont-ils parvenu à donner un tel communiqué jusqu'à les noms? Est-ce que vous voulez nous flouer? Même si on sait qu'il y a des questions qu'on appelle secret d'État ou secret défense, qu'on ne peut pas faire l'objet de l'analyse ici. Mais entre les lignes, tous ceux qui nous suivent peuvent analyser, décrypter, comprendre qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se trame. Mais je vous dis, peut-être vous serez étonnés plus tard, les camps Katumbi sont le parrain de cette nouvelle rébellion. Toutes les tentatives que vous avez vues de Kibumba, à Bunagana, dans la ville de Bukavu et dans les environs de Rutshuru maintenant, sont les stratagèmes de l'armée rwandaise avec le sous-traitant congolais, comme on a récupéré ces sujets zambiens, pour tenter de mettre encore à mal le régime de Kinshasa. D'où, ici, je crois que les enquêtes doivent aller sur ces auteurs-là cachés, doivent aller sur le départ de la MONUSCO, doivent aller sur les retraits. Il y a des députés qui ne veulent pas que l'état de siège soit prolongé et qui, après leur retrait, ils ont activé leurs dépendants qui sont encore en brousse de prendre les armes et de faire cryptement. Tout cela, nous vous avons annoncé ici que la campagne de Moïse Katumbi était de saboter l'état de siège. Et il n'y a pas un autre moyen de saboter l'état de siège que de démontrer que les groupes rebelles sont actifs là où il y a l'état de siège et ils peuvent venir entrer, tuer, rentrer à bonnement. Et c'était l'objectif et le départ des caravanes que Moïse a fait à l'Est pour estimer, mettre le moyen et distribuer le vivre à ces groupes armés. Quelqu'un va dire c'est de la haine. Quelqu'un va dire celui qui ne veut plus de son chien, qui l'accuse de rage, c'est puisqu'il n'est pas d'accord avec ce qui se fait à l'Union sacrée. Non, non. Analysez minutieusement, sans haine ni quoi, vous trouverez que l'objet de nos analyses ici est fondé par le fait que le menace et la ligne rouge ne peut être d'autre que la rébellion quand on a un langage politique adéquat. Puisqu'il n'y a pas bic et stylo, n'étant pas un officiel en tant que tel. Le bic rouge ou le franchir, le ligne rouge, qu'il peut menacer tout un État, ça vous dure quoi à part prendre les armes. Je vais chuter aujourd'hui. Pour vous dire que la question du débat judiciaire qui a été à la Cour constitutionnelle, je crois, hier, j'ai vu mon professeur, celui de beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire les jeunes de mon âge, qui sont passés par l'université de Kinshasa ou de privé, puisqu'ils n'enseignent pas qu'à Limukin, mais il y a aussi des universités privées. Il faut se rappeler que le professeur Nyabirungu est le recteur de l'université de Kigali. Et il faut se rappeler que le professeur Nyabirungu est originaire de soi-disant Rutshuru. Pour interrogation, encore qu'il soit réellement de Rutshuru ou celui qui est venu à Rutshuru.
il faut se rappeler que la mère de Matata Ponyo serait aussi originaire du même coin. Est-ce qu'il y a les liens entre la mère de Matata Ponyo et le professeur Nyabirungu? Le professeur Nyabirungu est l'auteur de la réflexion entre subordination des témoins et la corruption. L'interprétation médiatique épousée aveuglément et abusivement par le juge de la Cour constitutionnelle à l'époque, l'arrêt qui a exclu Jean-Pierre Mbiemba de la course électorale. C'est le professeur Nyabirungu, et il était hué scientifiquement par ses élèves, par ses protégés, qui tour à tour chacun a démontré que du point de vue des droits congolais, je veux dire le droit pénal congolais, il ne s'agit pas de des infractions, même quand les éléments constitutifs ou le mode opérant se rapprochent, mais le droit congolais a bel et bien séparé les deux infractions et les punissent différemment. Mais une interprétation politiquement teintée, scientifiquement engagée dans les courses du rwandophonisation congolaise, une course purement teintée par le clan de ceux qui sont dans les cabanes satanico-démoniaques, mystiques, où ils décident de grandes questions de l'État congolais pour influencer la réflexion. Et à partir de cet arrêt, la notoriété scientifique du professeur Nyabirungu était au rabais et ne fait qu'aux enfoncer aux enfers. Troisième élément, le professeur Nyabirungu vient, il vous dit, il soulève un certain nombre d'exceptions avec tous les autres avocats avec beaucoup d'estime, de respect pour eux, que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente de connaître le fait pour lequel Matata Mpogne Mapong est poursuivi. Pour quelle raison? La simple, d'ailleurs, puisque les faits dont il est en train de répondre aujourd'hui, alors qu'il est sénateur, la Cour n'est pas compétente de connaître pénalement le fait reproché à un sénateur, puisque à ce jour il est sénateur. Le ministère public rétorque. Les faits pour lesquels l'actuel sénateur est en train de répondre remontent du temps de la période où il a agi comme Premier ministre. Les exceptions ont été du débat du genre, article 170 de la Constitution, relevant la nature, les fondements ou de la compétence de la Cour constitutionnelle en matière pénale. Il est le juge actif pénalement du président de la République et du Premier ministre, d'après et en fonction. Non, la Constitution dit dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ou qui est comme conjonction à cet état, mais à ce stade n'est pas un adjectif, l'une ou l'autre. Donc l'une des assertions peut être utilisée à cet effet, d'où Matata Ponyo Mapong nous tandis avec le président de la République peuvent répondre pénalement devant la Cour pour les faits qu'ils auront commis lorsqu'ils étaient présidents de la République, mais également la même loi essaie de le dire pour le fait qu'ils auront aussi à répondre après. Pour le président de la République, même ce qu'il aura à répondre après comme président, il y répondra toujours à la Cour constitutionnelle. Pour le Premier ministre, sauf le fait qu'il a commis lorsqu'il était. Il en est de même de celui qui devient Premier ministre, mais qui est poursuivi de la justice des faits qui remontent avant la Premier ministre. La Cour constitutionnelle n'est pas compétente. La rétroactivité qui peut intervenir à niveau OT. Il sera judiciable devant le juge du temps et dans la période à laquelle ou dans lequel le fait ont été commis. À ce moment-là, si ça sera le jour la Cour d'appel, tout dépendra de la fonction et de la responsabilité qu'il applique. Et ici, la notion d'appeler le professeur Nyabirungu, si je le comprends, il estime que la date, la période de la saisine de l'arrestation ou de l'instruction du dossier est prioritaire ou prime sur le temps et la période de la commission de faits. Dans les temps où les faits ont été commis, a-t-il été Premier ministre ou encore sénateur? S'il faut considérer la fonction du temps où il répond devant l'instance judiciaire en tant que sénateur, contrairement au temps où il était Premier ministre, alors que le fait pour lequel on les reproche
où il est poursuivi ne relève pas de sa fonction en tant que sénateur. Voilà comment est-ce que la science peut souffrir devant le billet des banques, peuvent souffrir devant cette catégorie de Congolais qu'on nous a importés abusivement de pays voisins et qui se sont congolisés tout en faisant l'apologie du soutien des origines de pays là où ils viennent, même si les professeurs s'est teinté de billets de banque. Et troisième assertion, ça, je voudrais bien que le ministère public qui aime suivre Bassangwa Congo analyse ces faits dans cet angle-là. J'en ai suivi lorsque nous étions dans le contentieux électoral, alors que nous nous occupions des intérêts de l'UDPS devant la haute cour. Le ministère public et la partie adverse a opposé au professeur Nyabirungu la même exception. Étant donné qu'il fait l'office du cabinet ou de l'avocat de la République dans plusieurs affaires, dont la dernière fois en date, c'est à peine. On ne peut pas représenter l'intérêt de la République et plaider contre la République alors que le ministère public vient au nom et pour le compte de la République et de l'État congolais, et vous représentez l'État congolais comme avocat de l'État congolais et vous arrivez comme parti opposé aux intérêts de l'État congolais. Entre-temps, vous êtes l'avocat conseil de l'État congolais. Cette exception est l'exception d'ordre procédural, d'ordre public, mais également qui peut faire l'objet devant les instances ordinales, mais le ministère public n'étant pas soumis au conseil de l'ordre, le ministère public fait respecter la loi. Il y a lié que le ministère public soulève à toute fin utile cette exception pour demander au Sien Nyabirungu de se retirer du procès Matata Ponyo par le fait que c'est opposé Matata et le ministère public, l'État congolais, et Nyabirungu étant avocat de l'État congolais ne peut pas plaider contre l'État congolais. Et ainsi, la Cour, comme vous êtes retiré pour le 8 jours, en suivant ça, c'est ma lecture de droit, à toute fin utile, vous avez l'intérêt de joindre toutes ces différentes exceptions au fond et appeler les partis à plaider à toute fin utile. En faisant ici, vous allez dire le droit et vous allez permettre que les Congolais savent qu'est-ce que Matata en a fait de leurs millions, 205 millions de dollars et a blagueté. Et ça va servir à d'autres Congolais qui ont l'ambition d'assurer telle autre responsabilité, de choisir l'État, l'intérêt public et leur poche. Si vous avez aimé suivre cette émission, ou c'est la première fois de suivre Bassangwa Congo, vous étiez là en train de suivre Maître Joël Kitenge. Avec le même plaisir, nous allons nous retrouver à la prochaine. Bye bye chez vous, soyez bénis. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des warriors, bilan de gestion dès son premier jour du gouvernement Samalou Kondé. Sonas, le DG Lucien Bonieme Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.